Dans cette vidéo de mécanique du cours sur les référentiels non galiléens, dans lequel on s'intéresse au caractère non galiléen du référentiel terrestre. Si on doit prendre en compte le caractère non galiléen du référentiel terrestre, il va falloir introduire notamment la force de Coriolis dans l'étude du mouvement d'un objet, et la manifestation de la force de Coriolis, elle se met en évidence à travers deux exemples historiquement très connus, soit l'étude du pendule de Foucault, ou l'étude de la chute d'un objet dans un puits, mais de très grande profondeur, ici de l'ordre de 150 mètres. C'est une expérience en fait qui a été menée historiquement, c'est ce qu'on appelle la chute du puits de Reich, et en fait il a été montré expérimentalement que quand une bille chutait dans un puits, eh bien au lieu de tomber à la verticale, on observait qu'elle tombait avec une légère déviation vers l'est, de l'ordre de quelques centimètres, et c'est ce qu'on va se proposer d'étudier dans cette vidéo, en montrant comment l'introduction de la force de Coriolis dans l'étude du mouvement permet de décrire cette observation. Alors ça sera aussi l'occasion de proposer une méthode de résolution de ce genre d'équation, puisqu'elle va faire apparaître des grandeurs couplées, et c'est ce qu'on va mettre en évidence tout de suite. Exercice qui va servir de support à l'étude de la chute de la bille dans le puits, et nous allons donc résoudre cet exercice pour quantifier la déviation observée expérimentalement. Donc ça, c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous essaierons de déterminer à quelles conditions le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen et quand est-ce qu'il ne peut plus l'être. Donc voici un petit peu les deux parties de cette vidéo. Commençons déjà par l'étude donc de la chute d'une bille dans un puits. Donc on va considérer, donc pour l'instant nous nous plaçons dans le référentiel terrestre, et nous représentons la situation que nous allons étudier. Donc nous allons étudier un puits, donc un certain puits qui a une certaine profondeur, au-dessus duquel nous lâchons une petite bille qui va être repérée par un point M. Donc on appelle G le champ de pesanteur, qui ici est vertical, c'est l'énoncé qui nous le dit, et donc on peut se fixer un repère EZ. Alors on peut aussi décider on va mettre EX ici vers la droite, et EY vers le fond, de telle sorte qu'on ait une base orthonormée directe, et nous décidons que EX pointe vers l'est, donc l'ouest est à gauche, et le EY pointe vers le nord. Bon, ça je le représente comme ça pour l'instant. Donc on s'attendrait spontanément peut-être à une trajectoire verticale de M dans le fond du puits, mais on voit que les observations ne rendent pas compte de cela, elles traduisent plutôt une déviation vers l'est, donc on s'attend à une déviation comme ça de la balle, et on va essayer de comprendre pourquoi, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, cela va s'expliquer par le caractère non galiléen du référentiel terrestre, et l'existence donc de forces d'inertie, et notamment la force d'inertie de Coriolis. Si le référentiel terrestre est non galiléen, il nous faut donc étudier son mouvement relatif par rapport à un autre référentiel qui sera considéré comme galiléen, et qui sera ici le référentiel géocentrique. Donc on peut faire le dessin de la même situation dans le référentiel géocentrique que je vais appeler RG, et qui lui sera galiléen. Je décide d'appeler le référentiel terrestre NRNG comme non galiléen, et de mettre un petit prime pour insister sur la différence entre les deux référentiels. Dans le référentiel géocentrique, en fait on dézoome, et donc on voit la Terre, et on voit un système de 3 axes, considéré comme fixe puisqu'il pointe vers des étoiles très lointaines, et auxquelles on peut associer des vecteurs unitaires I, J et K. Dans ce référentiel, la Terre tourne sur elle-même, et donc on peut définir un vecteur rotation, oméga, qui décrit en fait la rotation dans cette direction de la Terre sur elle-même. Dans cette représentation, je peux aussi dessiner le puits de mine, qui, par exemple, si on est dans l'hémisphère nord, va être quelque part par ici, donc je grossis le trait, il est un puits très profond, mais c'est juste histoire de schématiser. Et donc le point M serait ici, et dans cette même représentation, je peux redessiner les vecteurs de base. Donc on aurait le vecteur EZ, qui était celui-ci, ce vecteur EZ ici, il est désormais ici. J'avais le vecteur EY qui allait vers le nord, donc EY est ainsi, et EX qui allait vers l'est, eh bien,
va donc vers le fond dans cette représentation-là. Donc c'est important de bien faire ces deux schématisations dans les deux référentiels pour bien paramétrer la situation. Et on peut représenter par lambda la latitude du lieu de l'expérience. Voilà, nous avons tout posé. Il nous reste à décrire le mouvement relatif des deux référentiels. Et bien nous remarquons que le référentiel terrestre, donc RNG', est en rotation uniforme autour d'un axe fixe par rapport au référentiel géocentrique. Ça, c'est dû à la rotation de la Terre. Alors l'axe fixe en question, eh bien c'est l'axe nord-sud de la Terre, comme ça. Et RNG' est en rotation uniforme autour de cet axe fixe, et on peut décrire cette rotation par le vecteur oméga, qui est en fait un vecteur qui est la vitesse de rotation de la Terre, portée par le vecteur unitaire k. Le référentiel RNG' est non galiléen, et nous allons appliquer sur le point M dans le référentiel RNG', la seconde loi Newton, afin de déterminer le mouvement de la bille. Donc, considérons le système point M, et étudions-le dans le référentiel terrestre RNG' non galiléen. On va commencer par faire un bilan des forces en présence. Donc, si on revient sur la représentation ici, il y a le poids. Et puis, comme le référentiel terrestre est non galiléen, il va falloir considérer les forces d'inertie. Donc, le bilan des forces nous indique de prendre en compte le poids et les forces d'inertie. Alors attention, les forces d'inertie, a priori, il y a la force d'inertie d'entraînement, due au caractère non galiléen du référentiel terrestre, et la force d'inertie de Coriolis. Mais attention, nous avons déjà vu dans un cours précédent que la force d'inertie d'entraînement due au caractère non galiléen du référentiel terrestre, elle est déjà prise en compte dans le poids, dans G. Elle est prise en compte dans le champ de pesanteur petit g, et donc il ne faut pas la prendre en compte une deuxième fois, sinon ça voudrait dire qu'on la compte deux fois. Quand on écrit que P est égal à mg, en fait là, dans le champ de pesanteur, il y a à la fois le champ de gravitation et l'accélération d'entraînement due au référentiel terrestre, qui est non galiléen, donc on ne va pas le compter une deuxième fois. Donc en fait, je ne vais pas à nouveau écrire la force d'inertie d'entraînement, je vais me concentrer uniquement sur la force d'inertie de Coriolis, parce que la force d'inertie d'entraînement a déjà été prise en compte dans le poids. La force d'inertie de Coriolis, nous savons qu'elle est égale à moins 2 fois la masse de notre objet, fois le vecteur rotation du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique, fois la vitesse de m dans le référentiel non galiléen R'Ng. Alors, ça c'est intéressant puisque ça va nous permettre de prédire déjà qualitativement l'effet de cette force. Alors comment nous allons faire ça? Eh bien, je vais peut-être reprendre le schéma ici. Ce schéma-là, nous allons le refaire en plus grand. Regardez, je redessine la Terre, rapidement le puits, et je peux ici supposer que grosso modo ma vitesse de m dans le référentiel terrestre sera vers le bas comme ça, que mon vecteur rotation sera comme ça, et donc si je les redessine l'un à côté de l'autre, j'ai oméga et v qui sont ainsi, de telle sorte que si on fait oméga vectoriel v par la règle de la main droite, donc vous mettez votre pouce, mettez votre pouce ici, votre index ici, hop hop, vous voyez que le majeur vient vers vous.
Et si le majeur vient vers vous, bah donc c'est la direction de oméga vectoriel v. Or ici, nous avons dans la force d'inertie de Coriolis un moins, et donc nous apercevons que la force d'inertie de Coriolis va donc aller vers le fond. Et donc la force d'inertie de Coriolis est bien orientée vers l'est dans le cas présent. Donc dans le cas de la chute dans le puits, quand on est dans l'hémisphère nord, on a bien une force d'inertie de Coriolis qui est vers l'est. Alors attention, les forces d'inertie de Coriolis ne sont pas toujours vers l'est, c'est parce qu'ici on a un objet qui est en train de chuter dans cette configuration-là que la force d'inertie de Coriolis est vers l'est, mais on peut avoir d'autres configurations où la force d'inertie de Coriolis va vers le nord, l'ouest, etc. Donc on voit bien ici que l'analyse de la forme de la force d'inertie de Coriolis montre qu'elle va exercer une déviation du point de M vers l'est. Donc ça, c'est déjà qualitativement le premier résultat important qui est basé sur l'écriture de la force d'inertie de Coriolis et l'analyse des directions des différents vecteurs en jeu à travers les schémas que nous avons fait ici. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va essayer de... Donc on peut quand même encadrer ce résultat-là parce que c'est un résultat fondamental. Ce résultat-là, nous allons encadrer. Et nous allons maintenant essayer de quantifier cela en calculant exactement cette déviation au fond du puits. Alors pour cela, il nous faut déjà écrire le système d'équations. Donc c'est parti. Donc c'est la question numéro 2. Donc cette fois-ci, nous nous replaçons dans le référentiel terrestre. Alors il ne faut vraiment pas être avare en schéma, en mécanique et de manière générale en physique. Donc écrivons la seconde loi de Newton. La deuxième loi de Newton, dans le référentiel non galiléen, elle nous permet d'écrire que la masse fois l'accélération de m dans le référentiel non galiléen, c'est bien le poids. Donc le poids, nous avons vu que c'était mg. Je rappelle, g est donné suivant moins z d'après l'énoncé, plus la force d'inertie de Coriolis, dont l'expression est donnée par mg moins 2 oméga vectoriel vitesse de m dans R'Ng. Alors, il va falloir projeter ces expressions. Nous pouvons projeter dans le repère donc que nous avions défini plus haut, qui était défini par EZ, EX et EY dans le fond. Donc, or, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que la vitesse de m dans R'Ng, c'est la dérivée du vecteur position. Donc on peut l'écrire comme x point, y point et z point dans le repère EX, EY, EZ. De la même manière, A de m dans le référentiel terrestre, c'est x point point, y point point et z point point dans le même référentiel. G, c'est moins g porté par EZ, donc c'est 0, 0 et moins g. Donc si on fait le bilan, nous avons projeté ce vecteur-là, ce vecteur-là, ce vecteur-là, il nous reste à projeter oméga. Et pour oméga, et c'est plus compliqué puisque oméga n'apparaît pas dans le schéma que nous avons fait dans le référentiel terrestre, il apparaissait dans le schéma fait pour le référentiel géocentrique. Donc, qu'à cela ne tienne, nous allons redessiner la situation dans le référentiel géocentrique. Donc, si on revient dans le référentiel géocentrique, oui, on retrouve ici le vecteur rotation et ici le vecteur EZ et là qui pointait vers le nord le vecteur EY. On retrouve aussi la latitude qui était dessinée ainsi. Et on remarque qu'on peut regrouper les trois vecteurs, donc en plus grand ici EZ,
EY perpendiculaire est ici le vecteur oméga, latitude lambda est ici, ce qui fait qu'on la retrouve aussi ici, et on en déduit directement l'écriture du vecteur rotation comme étant égal à oméga cos lambda porté par EY, plus oméga sinus lambda porté par EZ, ce qui nous permet de l'écrire sous forme colonne dans la base EX, EY, EZ. Et ainsi on peut écrire, maintenant que tous les vecteurs qui apparaissent dans la seconde loi de Newton sont projetés dans la base EX, EY, EZ, on peut réécrire la seconde loi de Newton. Donc on avait M, X point, Y point, Z point, qui est égal donc au poids, donc M, G, avec G qui est égal à moins G, Z, moins 2M oméga, donc cos lambda et oméga sinus lambda, vectoriel, X point, Y point, Z point. Il n'y a donc plus qu'à projeter cette équation sur EX, EY, EZ pour y arriver. Alors juste avant, un conseil de bien développer le produit scalaire, donc le produit vectoriel, pardon. Sur EX, nous trouvons que MX point point. Alors juste au passage, auparavant, on peut simplifier les masses puisqu'elles apparaissent partout. Donc on va avoir X point point qui est égal donc à 0 ici, moins 2. Alors, moins 2 fois, on cache la première ligne, et il reste moins 2 oméga, facteur de cos lambda, z point, moins sin lambda, y point. Donc ça, c'est quand on cache la première ligne. Ensuite, nous avons, sur la deuxième ligne, y point point égale, donc toujours 0. Ici, nous cachons la deuxième ligne, il reste moins 2 oméga sin lambda x point. Et sur z, nous avons z point point égale moins g. Et quand nous cachons donc la dernière ligne, plus, donc j'ai 0 fois y point, moins, donc moins par moins plus 2 oméga x point cosinus de lambda. Donc voici les trois équations qui décrivent le mouvement du point M, et je vais les numéroter. Donc ça, ce sera l'équation 1, ce sera l'équation 2, et ce sera l'équation 3, et on va les encadrer puisque c'est le système d'équations à résoudre si on veut complètement étudier le système. Alors le problème, c'est que ça, dans le cas général, c'est trop dur à résoudre analytiquement. Alors on peut le résoudre numériquement, on en reparlera un petit peu plus tard, donc sans faire d'approximation, mais si on veut le résoudre à la main, eh bien il va falloir trouver une autre méthode. Et pour cela, en fait, il y a une méthode que nous allons présenter tout de suite, qui est de faire des approximations. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu le puits, et donc je rappelle EZ comme ça, et EX comme ça, et EY vers le fond, on a quand même, malgré tout, une bille qui va tomber vers le bas. Elle va être un petit peu déviée vers l'est de quelques centimètres, mais je rappelle qu'on a quand même un puits qui est de l'ordre de 150 mètres ici. Ce qui fait que globalement, la vitesse du point M, elle est orientée suivant moins EZ. Elle va vers le bas. Il va y avoir des composantes. Je redessine le puits. Il va y avoir des composantes de la vitesse un petit peu peut-être suivant EX et suivant Y, mais quand même globalement, c'est la composante verticale de la vitesse qui doit dominer. Puisque l'effet de la force de Coriolis, c'est une perturbation par rapport à la trajectoire classique. Donc, nous pouvons écrire que l'effet de la force de Coriolis est une perturbation par rapport à la trajectoire classique, la trajectoire en référentiel galiléen, la trajectoire verticale
en référentiel galiléen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, elle va quand même rester majoritairement suivant l'axe Z, c'est-à-dire qu'a priori, Z point en valeur absolue, il est très grand devant X point en valeur absolue et Y point en valeur absolue. C'est-à-dire que les composantes de la vitesse suivant EX et suivant Y, c'est-à-dire dans le plan horizontal, sont quand même a priori nettement inférieures par rapport à la composante verticale de la vitesse. Et de plus, si on regarde l'équation 3, dans 3, on peut quand même dire que le terme dominant pour l'accélération verticale, c'est quand même le champ de pesanteur, CG. Ce terme-là, encore une fois, est une petite correction du terme habituel qui est l'accélération de la pesanteur moins G. Donc, a priori, on peut aussi faire l'hypothèse que 2 oméga x point cos lambda, en valeur absolue, ça doit être très petit devant G, puisque la force de Coriolis n'amène qu'une petite correction à la trajectoire usuelle. Ce qui va nous permettre de simplifier un certain nombre de choses. Par exemple, avec cette hypothèse-là, nous allons pouvoir, dans cette équation-là, eh bien, ne garder que ce terme-là, puisqu'il est proportionnel à z point. Alors que le deuxième terme, le terme qui est ici, ce terme-là est proportionnel à y point, ce terme-là est proportionnel à z point. En vertu de l'approximation ici, nous allons pouvoir garder uniquement celui qui est proportionnel à z point. Donc, 1 va pouvoir devenir 1' et va s'écrire x point point égale moins 2 oméga cosinus lambda z point. De la même manière, 3 va devenir 3', en le simplifiant, avec z point point qui vaut moins g. Et de plus, il nous reste maintenant l'équation 2, et bien faisons 2 sur 1'. Si nous divisons 2 par 1', nous trouvons que y point sur x point point, c'est égal à, on va faire apparaître du sinus lambda sur cosinus lambda, donc du tangente lambda. Donc j'ai fait 2 sur 1', donc 2 on la voit ici, et on va avoir x point sur z point. Et en vertu de l'hypothèse que nous avons fait ici, ça, c'est très petit devant 1. Donc on va pouvoir aussi négliger y point point devant x point. L'accélération suivant y sera négligeable devant l'accélération suivant x, donc ce qui fait que déjà celle-ci était vraiment pas très élevée puisqu'on a avant tout une chute verticale, donc celle-ci nous allons complètement la négliger et nous allons dire que y point point tend vers 0. Ça va nous, donc je le remets ici, hop, ça va nous permettre de dire que y point point tend vers 0, et donc on va avoir l'équation 2' qui est y point point égale 0. Donc nous avions un système d'équations couplées, 1, 2, 3, qui était compliqué. Alors couplé, puisque vous voyez, la dérivée seconde de x dépendait de la dérivée première de z et de la dérivée première de y, mais la dérivée seconde de y dépendait de la dérivée première de x, c'est pour ça que c'était un système d'équations couplées, et c'est ça qui le rendait difficile à résoudre. Eh bien, en ayant fait un certain nombre d'hypothèses sur le caractère perturbatif en fait de la force de Coriolis, c'est-à-dire sur son côté mineur dans la trajectoire, eh bien on a un nouveau jeu d'équations qui est donc x point point égale moins 2 oméga cos lambda z point 1, z point point égale moins g, et y point point égale 0. Donc voici le nouveau jeu d'équations que nous allons résoudre. Et donc maintenant que nous avons simplifié ce jeu d'équations, la résolution est beaucoup plus simple, puisque par exemple, nous pouvons montrer que initialement, en posant initialement v qui est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a un objet qui est lâché sans vitesse initiale,
ça nous permet de connaître les valeurs initiales de z point, y point et z point. Donc ça c'est x point, y point, z point évalué en t égale 0. Et bien à partir de ça, on peut, par exemple, on suppose ici, initialement on suppose aussi que x égale y égale z égale 0. C'est-à-dire que on a défini l'origine du repère ici, et qui est la position initiale du point M. Et bien on peut résoudre ce système en disant que z point, ça va être moins gt plus la vitesse initiale qui est nulle, et donc z va être égal à moins gt carré sur 2 plus z de 0, mais qui est également nul, donc z c'est moins gt carré sur 2. Si z est égal à moins gt sur 2, moins gt carré sur 2, on peut donc x point, on peut l'exprimer, ça va faire moins 2 oméga cos lambda fois z point, c'est-à-dire fois gt. Et on voit donc que x point, la vitesse suivant x va être égale à oméga cos lambda gt carré, et que x égale oméga sur 3 cos lambda gt cube. À chaque fois, les constantes d'intégration sont nulles, puisque ici, on aurait x point de 0, qui est nul, qui s'ajouterait, pardon. Et ici, on aurait x de 0 qui s'annulerait, mais qui est nul aussi. Donc voici comment évoluerait la position suivant x du point M au cours du temps. Et ça, c'est important, parce que je vous rappelle que x, c'est ce qui décrit la position dans la direction est-ouest de la trajectoire. Donc on voit bien que ici, x va augmenter au cours du temps, ce qui traduit bien la déviation vers l'est attendue. Donc là, on est vraiment en train d'étudier la déviation vers l'est. Ceci étant dit, il nous faut trouver t, la durée de la chute. La durée de la chute vaut delta t, et ainsi, déterminons la durée de la chute delta t. Bien, on sait que z en delta t, ça va être h, la hauteur du fruit. Alors moins h parce que z est décroissante. Donc ça équivaut à ce que moins g delta t carré sur 2 soit égal à moins h. Autrement dit que delta t soit égal à racine de 2h sur g. Et donc, la déviation vers l'est en fin de chute est x de delta t, qui vaut donc oméga sur 3 cosinus lambda de 2h sur g, donc qui était racine, donc c'est puissance 1,5 mais au cube, donc ça fait puissance 3,5. Si on fait l'application numérique, on trouve, avec les valeurs proposées par l'énoncé, quelque chose qui est de l'ordre de 2,9 cm, qui est complètement cohérent avec les grandeurs observées expérimentalement, historiquement. On a bien donc une déviation dans le sens des x croissants, donc vers l'est, de l'ordre de 3 cm sur un puits de 250 mètres. Donc voici comment on peut voir l'influence de la force de Coriolis sur la trajectoire d'une particule en référentiel terrestre non galiléen. On remarque au passage que suivant EY, eh bien, il n'y a pas de déviation puisque l'équation numéro 3, qui est ici redonnée, dit que y point est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération suivant y, donc la vitesse suivant y est constante, or la vitesse suivant y initialement était nulle, donc la vitesse suivant y est toujours nulle, et donc la déviation suivant y est négligeable ici. C'était lié notamment à ce que nous avions vu ici, l'accélération suivant y était très petite devant l'accélération suivant x. Donc voilà
la quantification de la déviation vers l'est dans le cas de la chute d'une bille dans le puits de Reich, 3 cm de décalage vers l'est sur 250 mètres de hauteur. Voyons maintenant à quelles conditions on va pouvoir considérer que le référentiel terrestre est galiléen, c'est-à-dire négliger l'influence de la force de Coriolis et de la force d'inertie d'entraînement. Alors pour cela, on va étudier les différents termes qui apparaissent dans les différentes forces, et pour considérer que le référentiel terrestre est galiléen, il faut réussir à négliger l'accélération de Coriolis. Alors l'accélération de Coriolis, nous pouvons la négliger par exemple devant une autre accélération caractéristique qu'on va rencontrer dans le référentiel terrestre, qui est le champ de pesanteur G. Donc qu'est-ce que cela signifie de négliger l'accélération de Coriolis devant G? Eh bien, c'est négliger le vecteur 2 oméga vectoriel V, avec V la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse dans le référentiel terrestre, par rapport à G. En ordre de grandeur, ça, le produit vectoriel, il est environ égal en ordre de grandeur. Donc quand je mets un dièse, c'est pour ordre de grandeur. Ça veut dire que 2 oméga V, très petit devant G. L'ordre de grandeur, un produit vectoriel, c'est de vecteurs U et V, c'est norme de U fois norme de V fois le sinus de l'angle entre les deux. Si on prend un sinus de l'ordre de grandeur de 1, eh bien la norme de 2 oméga vectoriel V, c'est en ordre de grandeur 2 oméga V, qui doit être petit devant G. Autrement dit, V doit être très petit devant G sur 2 oméga, avec oméga la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. Donc oméga en ordre de grandeur, c'est 2pi sur T, avec T qui est 1 jour, qui est grosso modo 24 heures. Et donc on peut l'estimer, et quand on fait cette application numérique, on trouve que V doit être petit devant environ 67 km par seconde. Donc négliger l'accélération de Coriolis devant G, c'est travailler avec des vitesses petites, très petites, devant l'ordre du kilomètre par seconde ou de la dizaine de kilomètres par seconde. On peut aussi être amené à négliger l'accélération de Coriolis devant toutes les autres accélérations caractéristiques du système. Pas forcément que l'accélération de la pesanteur, mais aussi les accélérations qu'on va rencontrer dans l'expérience. Alors, pour estimer l'ordre de grandeur d'une accélération dans l'expérience, eh bien on peut mettre en ordre de grandeur que c'est la longueur caractéristique du problème sur le temps caractéristique au carré du problème. Ça, c'est une méthode classique d'estimation d'ordre de grandeur, puisque c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Eh bien, en ordre de grandeur, ça peut s'estimer comme une longueur caractéristique sur un temps caractéristique au carré. Ok. Ce qui veut dire, par ailleurs, donc ça c'était A, et AC, nous avons vu qu'en ordre de grandeur, c'était 2 oméga V. Donc cette fois-ci, c'est 2 fois la vitesse de rotation de la Terre, fois la longueur caractéristique sur le temps caractéristique L sur T. Ça nous permet d'estimer L sur T, la vitesse caractéristique de notre système. Eh bien, si nous écrivons que AC est petit devant A, en ordre de grandeur, ça donne donc que 2 oméga L sur T doit être petit devant L sur T au carré, et ça, c'est équivalent à T qui doit être très petit devant 1 sur 2 oméga, c'est-à-dire que T doit être très petit devant, eh bien 1 sur 2 oméga, donc je vous ai dit oméga c'est 2pi sur la période, sur les 24 heures, ce qu'on appelle la période sidérale, et donc ça fait T très petit devant T sidéral sur 4pi. T sidéral, vous savez, c'est un petit peu moins de 24 heures, mais bon, grosso modo, on n'est pas loin de 24 heures, donc si on divise par 24 par 4pi, qui fait à peu près 12, on est sur l'ordre de 2 heures. C'est-à-dire que
pour des durées caractéristiques d'expérience qui sont très petites devant l'heure, devant 2 heures, on peut considérer que l'accélération de Coriolis est négligeable devant les accélérations caractéristiques du système, et donc faire l'hypothèse d'un référentiel galiléen. Donc on retiendra que deux hypothèses permettant de considérer le référentiel terrestre comme galiléen, c'est de considérer que les vitesses en jeu sont faibles, devant l'ordre du kilomètre par seconde, et que les temps caractéristiques des expériences considérées sont faibles devant l'heure. Et qu'on écrit ainsi: on pourra considérer le référentiel terrestre comme galiléen si les vitesses en jeu sont faibles devant 1 km par seconde et si les temps considérés sont courts devant 1 heure. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est de dire ok, on a considéré que le référentiel terrestre pouvait être non galiléen, on a pris alors le référentiel géocentrique comme référentiel de référence, et on a vu en effet des manifestations à travers notamment la force de Coriolis et des déviations des trajectoires. On a vu une manifestation du caractère non galiléen du référentiel terrestre. Est-ce qu'on pourrait pas faire de même avec le référentiel géocentrique? Est-ce qu'on pourrait pas par moment mettre en défaut le caractère galiléen du référentiel géocentrique et devoir dans ce cas le considérer comme non galiléen pour pouvoir expliquer un certain nombre d'effets? Et si le référentiel géocentrique est non galiléen, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un référentiel plus galiléen que lui, et c'est comme ça qu'on va définir par la suite le référentiel de Copernic.